Hey, salut les Budokas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, interview avec JC Juster, donc interview enregistrée directement sur Skype. Donc je suis désolé, la qualité n'est pas exceptionnelle, mais le contenu, lui, est exceptionnel. Donc JC Juster, Jean-Charles Juster, est auteur de très nombreux livres sur les arts martiaux d'Okinawa, donc notamment le karaté et le kobudo. Donc son petit dernier vient juste de sortir en édition ultra limitée. Donc je vous laisse découvrir cette interview, cet entretien avec ce passionné. Ouais, salut Jean-Charles, merci de me rejoindre pour ce petit direct, hein, d'accord, pour cette interview, vu qu'on n'a pas pu se le faire en direct, donc sur place. Donc merci à toi de prendre le temps. Eh ben, merci d'avoir organisé cette interview, merci de t'occuper de tout et merci de m'accueillir, même si en effet on n'est pas dans la même pièce. Donc dis-moi, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les auditeurs, ceux qui ne te connaissent pas, parce que bon, c'est... Je pense qu'il y en a beaucoup. Et malheureusement, oui, c'est peut-être un peu pour ça que je fais cette interview, c'est que pour que les gens puissent te connaître un peu mieux et connaître tout ce que tu fais pour le monde, c'est des arts martiaux d'Okinawa. On va tout simplement dire que j'ai 40 ans, que je pratique depuis que j'ai 11 ans, donc ça commence déjà à dater, et que je me suis lancé donc dans cette entreprise de faire connaître Okinawa et ses arts martiaux il y a déjà 4 ans environ. Et moi, j'ai choisi donc le point de vue de ne pas faire des DVD, parce que de toute façon, il y en a comme toi qui les font bien mieux que moi, ou qui les font de toute façon bien mieux que moi. Pas forcément faire des livres techniques, parce qu'il y en a déjà pas mal sur le sujet, et que je ne suis pas meilleur qu'un autre pour en parler. Hein. Je ne suis pas plus doué que quelqu'un d'autre. Mais tout simplement d'avoir une approche culturelle et civilisationnelle sur Okinawa, donc pour parler aussi de ces arts martiaux, puisque de toute façon les arts martiaux okinawanais font partie de la culture okinawanaise. Et donc j'ai commencé avec ce livre-là, Karaté Kobudo à la source, les arts martiaux okinawanais maintenant, qui date de 2016, pour poser les bases en fait, parce que quand tu vois ce qu'il y a comme livre en fait sur les arts martiaux okinawanais, il y a beaucoup de livres historiques, mais moi j'ai un petit problème vis-à-vis de l'histoire en tant qu'ethnologue, c'est que des fois on essaye de faire de l'histoire alors que c'est pas possible d'en faire. Donc moi j'ai préféré, donc c'est le titre du bouquin, les arts martiaux okinawanais maintenant, justement me fonder sur mon expérience du terrain à Okinawa de plusieurs années pour dire qu'est-ce que c'est que le karaté, qu'est-ce que c'est que les kobudo à Okinawa en ce début d'année 2000, quoi. Pour permettre aux gens de savoir qu'est-ce que c'est, parce qu'en fait, quand tu lis un livre, par exemple, écrit par Nagamine Shōshin, bah ouais, mais le bon Nagamine, il est décédé en 1997 et il était déjà actif limite avant la guerre. Donc, Okinawa des années 40 et Okinawa de 2010, c'est le jour et puis la nuit. Oui, bien sûr. Complètement. Et ça se ressent au niveau des arts martiaux aussi. Donc, voilà, il fallait bien commencer un peu par, comme tu dis, par poser les choses. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait venir à l'écriture? Je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas, en fait, déjà. Qu'il y a pas mal de livres, et encore c'est relatif, sur le karaté en langue anglaise, écrits par des gens des États-Unis. Mais déjà, quand tu es francophone, et mine de rien, il y a beaucoup de gens qui sont que francophones. Oui. Donc on est là tout le temps en train de dire oui, il y a ce livre-là de machin, bah oui, mais il y a beaucoup de gens en France qui ne lisent pas l'anglais. Pareil, dans tout le continent africain, les gens, enfin, dans la partie francophone de l'Afrique, les gens ne lisent pas forcément l'anglais non plus. Ouais. Et ne parlons pas de nos chers amis québécois, hein, qui sont quand même attachés à la langue française, il ne faut pas les oublier. Donc, il n'y avait pas grand-chose en français, donc je dis, il faut bien commencer. Vu que j'ai une expérience, je suis allé dans des dojos, j'ai été introduit dans des dojos, je lis la presse, je dis, je veux me servir de tout ça pour avoir des matériaux actuels pour faire un livre, justement, sur les arts martiaux actuels. Même si j'ai dépassé, je commence en fait à parler des choses vers 1910, quoi, quand il y a eu les premières organisations qui sont apparus à Okinawa vers 1910-1920. Ce que je veux, c'est mettre les mains dans le cambouis. Il y a un article qui est
par exemple, qui est sorti, j'en sais rien, au mois de juillet 2015. J'ai lu cet article, ça m'a fait réfléchir. J'en tire des renseignements. Voilà. Ça c'est moi, c'est ma réflexion, c'est mon rapport avec les arts martiaux. Voilà, c'est pas un tel a dit ça, non. Oui. Et puis c'est un peu aussi lié par rapport à ta formation aussi professionnelle. Voilà, c'est ça aussi. En tant qu'ethnologue, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce que les gens font, ce qu'ils pensent, ce que le karaté, ça représente pour eux. C'est ça qui m'intéresse, plutôt que de chercher que peut-être en 1835, il y a un Chinois qui est venu à tel endroit. Bon. Ouais. Il y a des gens qui le font très bien, mais moi, pour ma part, je préfère faire des choses un petit peu plus vivantes et contemporaines quand même. Oui, et puis c'est très agréable à lire. C'est très facile. Ah bah oui, attends, regarde. J'ai quand même une petite collection, quoi. Ah, quand même, toi aussi. Ah ben ouais, moi aussi j'ai ta collection, quoi. Donc c'est réellement des bouquins qui sont riches, donc d'enseignement, que ce soit au point de vue humain. C'est vraiment l'intérêt, quoi. C'est l'humain qui est touchant. C'est son histoire, oui, c'est pourquoi il le fait. L'homme devant. Voilà, comme tu dis, c'est l'homme, c'est l'humain. Moi, à la limite, le pratiquant, le maître, c'est pas que je veux le désacraliser ou. Non, c'est que c'est des personnes, quoi. C'est des personnes avec un vécu, avec une histoire. C'est ça qui m'intéresse aussi, quoi. Alors des fois, c'est un peu décevant. Là, le dernier livre de traduction que j'ai fait sur où ça parle en partie d'Itochu. On voit qu'Itochu, il buvait pas que de l'eau et il se couchait pas à 7h du soir. Hein. Ouais. Oui, mais ça n'empêche pas ce qu'il a fait, etc. Mais c'est un homme à part, quoi, donc, et qui peut faire tomber certaines conceptions. Voilà, c'est tout simplement des hommes comme nous. Après, qui ont plus de talent, qui se sont donné plus de mal, mais ça reste des hommes avec aussi, malheureusement ou heureusement, leur faiblesse ou leur mauvais côté. Hein. Oui, tout à fait. À un moment, on est tous pareils. Hein. Et dis-moi, quand tu as sorti, parce que bon, moi, j'ai sorti mon 12e documentaire, là, il y a très peu de temps, et à chaque fois que je sors un nouveau livre, donc c'est toujours... il y a toujours un pincement à l'estomac, le temps qu'il sorte, le temps qu'il soit lu, le temps d'avoir les premiers retours, les premières critiques. Comment s'est passé pour toi cette première sortie, pour le premier livre ? Eh ben, c'est sûr que pour être franc, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, parce que j'étais un pur inconnu. Il y a des gens qui écrivent, il y a Tokitsu Kenji, je lisais ses bouquins, j'étais limite au lycée, donc c'est pour dire que ça date. Ne parlons pas des auteurs anglophones. Moi, qui me connaît, moi je suis du milieu universitaire, je suis un chercheur indépendant, je suis rattaché à une université japonaise. Qui me connaissait hein. Mon livre ce livre-là aurait très bien pu rester dans l'ombre. Et je pense que c'est la magie un peu des réseaux sociaux, quoi. C'est que le bouche à oreille se fait. Nous, en tant que producteurs, aussi bien toi que moi, on n'est plus obligé, on n'est pas dépendant. Moi, je ne suis pas dépendant d'un éditeur en particulier. On fait notre promo nous-mêmes. On est au contact justement de ceux qui nous lisent, de ceux qui nous regardent directement. Ils nous envoient un petit message privé. Ils ont une question sur tel passage. On peut lui répondre. Ils voient qu'on est des personnes, que c'est des personnes qui écrivent le livre. Quoi. Donc, en fait, on est un peu comme eux. Toi, de toute façon, je vois bien ce que tu fais. C'est pareil. C'est Lionel va au Japon, Lionel va en Chine. Mais c'est pas celui qui sait tout, celui qui a tout vu. Tu es un passionné comme un autre. Et puis, c'est bien manier une caméra, puis c'est faire des montages, tu as le coup d'œil pour savoir ce qu'il faut saisir, ce qu'il faut montrer. Et je pense que c'est ça aussi qui plaît aux gens. Hein. Ouais. Non, et puis, le fait d'être indépendant, que ce soit toi ou moi et d'autres, parce qu'on n'est pas les seuls forcément, c'est qu'on a cette liberté en fait de mettre ce qu'on a envie à l'intérieur. Voilà. Donc ce livre, il est sorti en 2016. On a commencé un peu, il a commencé vraiment à marcher, à la fin de l'année et courant 2017. Oui, il a fallu un petit peu de traction pour que ça commence à partir. Hein.
vu qu'entre guillemets, je le fais, c'est mon temps libre, moi, c'est mon hobby, entre guillemets. Mhm. Donc, si le livre marche, tant mieux. S'il ne marche pas, ben, tant pis. S'il ne marche pas, j'en écris un autre, et puis peut-être que celui-là plaira aux gens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens connaissent Okinawa. C'est que les gens connaissent Okinawa, que les gens connaissent les Okinawanais. Ouais. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas moi, comme tu vois, il n'y a jamais ma tête sur les livres. Mhm. Il y a mon nom, parce que oui, c'est comme ça, c'est moi qui fais le livre, mais Ouais, normal. il y a jamais ma tête sur les livres. C'est ça, c'est peut-être mon côté aussi universitaire, tout ça. Généralement, on n'est pas trop des personnes qui aiment se mettre devant, quoi. On est plutôt caché derrière les ordi, au fond d'une bibliothèque. Ah, mais l'avantage, c'est que tu as le karaté Kobudo quoi, pour pouvoir en sortir un petit peu de cet endroit. Ah, bah oui, et justement, ça commence maintenant. Maintenant, il y a des gens qui me contactent. Entre guillemets, je fais des stages. Il y a des gens qui me demandent pour un stage de Kobudo sur un week-end. Ou vraiment des points, parce que c'est ça, à l'origine, c'est ça mon travail, c'est ça mon savoir-faire, c'est parler du Japon. De toute façon, mes études ne concernent pas Okinawa. Moi, j'ai fait une maîtrise de langue et civilisation japonaise. C'est pas, si tu pointes dans l'université en France, bonjour, je voudrais faire un cursus pour apprendre l'okinawanais, pour savoir ce que c'est que l'histoire d'Okinawa. On va dire non, monsieur, ça n'existe pas. Donc, vu qu'Okinawa est dans le Japon, bah, j'ai fait le Japon. Et après, ce qui concerne la recherche, là j'ai fait Okinawa, mais j'ai dû tout faire tout seul. Je suis parti à Okinawa, j'ai trouvé l'université pour m'accueillir à Okinawa, j'ai trouvé un directeur de recherche à Okinawa, mais c'est pas le système universitaire français qui m'a formé sur Okinawa, parce qu'il n'y avait pas. Ouais. Voilà. C'est comme les tout premiers. Les toutes premières personnes qui ont commencé l'enseignement du karaté, du judo, un peu avant la guerre, après la guerre, mais il n'y avait pas de diff. Oui, il n'y avait rien, oui. Il n'y avait absolument rien. Ouais. Donc il fallait bien, voilà quoi. C'est eux après qui ont formé, qui ont créé les choses pour que les gens comme nous après aient accès à une formation, mais eux, c'était pas non plus, c'est pas tombé du ciel quoi leur formation. C'est eux en fait qui l'ont fait. Et moi, bah, c'est pareil, j'ai fait mon petit manuel de langue d'Okinawa. Je faisais mes fiches sur l'histoire d'Okinawa, tout ça, parce qu'en français, il n'y a rien. Depuis un bon moment, donc, tu as sorti pas mal de livres, et dont une belle série d'entretiens à Okinawa, donc, avec ces maîtres de karaté de Kobudo. Donc voici le tout premier tome. Donc après, il y a le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Donc... tous plus intéressants les uns que les autres. Ah, c'est gentil, merci. Ah, ouais, vraiment, ils se dévorent réellement, quoi. Donc c'est bien écrit, si on a envie d'en savoir plus à chaque fois. Donc c'est vraiment un véritable régal. Comment s'est passé ces entretiens avec les maîtres? C'est comment tu les as appelés, tu t'es mis en contact, ça a été facile? Il y a eu la genèse, en fait, c'est que j'étais à Okinawa. C'est pas que je m'ennuyais, hein, j'avais beaucoup de choses à faire aussi, mais je voyais toutes ces personnes, tous ces experts, tous ces maîtres dont on ne parle jamais en France. Il faut être honnête, à part Higa Onna, bien entendu, bien sûr Shiga Minoru. Oui. Toi, tu es allé dans le dojo là, de Nishimizo Kiyoside. Un peu en France, mais pas beaucoup, Shimabukuro. Mais à part ça, alors qu'il y en a des dizaines, ouais. Je me suis dit, mais c'est quand même dommage. Et puis, ils ne viendront pas en France parce que même eux me le disent. Bah oui, nous, on veut bien venir faire des stages en France, mais il n'y a personne qui nous fait venir. Ouais. Et pour venir, il faut déjà avoir, entre guillemets, une base en France. Il faut avoir un représentant au minimum. S'il y a un dojo, c'est mieux, et une association, c'est idéal. Mais toutes ces personnes n'ont rien, parce que déjà, même à Okinawa, bah, des fois, dans leur dojo, il y a 3 personnes. Ouais. Donc, ces personnes, certaines qui sont dans l'ombre, d'autres qui ne le sont pas du tout, il fallait bien les présenter aux Français, il fallait qu'il reste une trace, quoi. Donc,
vu que pour certains, déjà, je savais où était leur dojo parce que c'était pas loin de chez moi, vu que j'habitais en plein Chouli. Donc, on va pas dire aux gens ce que c'est que Chouli quand même. C'est la mecque du centre du karaté. Donc, c'est vraiment c'est le Versailles du karaté. Et ben, il y en a, je suis allé taper à la porte. Voilà, avec ma carte de visite, bien entendu, le petit machin. Toi qui es allé au Japon, tu as dû voir que les cartes de visite, c'était très important. Très. Ma carte de visite, je leur explique 2 secondes qui je suis. Alors déjà, ils étaient un peu surpris parce qu'ils voient un occidental qui arrive. Ah bon, d'accord. Alors ils pensaient que j'étais quelqu'un des États-Unis. Ah bah non, je ne le fais pas. Ah bon. Alors déjà, ça se passait un petit peu mieux avec certains. Et puis, quand je leur dis que je suis universitaire, là, bien entendu, ils savent très bien que c'est pas, entre guillemets, pour faire un pseudo-DVD, mais ça, c'est surtout un truc des États-Unis, pour faire un pseudo-DVD, pour me faire de l'argent sur leur dos, quoi. Oui. Ils savaient bien que... Parce qu'au Japon, comme à Okinawa, comme au Japon, de façon plus large, il y a quand même un grand respect pour la culture, pour l'érudition. Quand tu vois quelqu'un, tu lui dis « je suis docteur en quoi que ce soit », il sait que pendant des années, tu t'es donné du mal, que tu as approfondi un sujet. C'est pas comme en France. En France, quand tu fais beaucoup d'études, on pense qu'en fait, tu t'es un peu tourné les pouces pour pas rentrer dans la vie active, quoi. On a quand même un peu ça en France. Un petit peu, oui. Au Japon, non. T'es docteur, déjà, c'est pas que t'es respecté, mais on voit que t'es quelqu'un de sérieux. Voilà. Donc, je me présente. Après, je présente ce projet. Bah, tout simplement, je voudrais vous rencontrer. Pour présenter aux Français, mais pas que, alors, les Belges, on parlait des Québécois, tout ça, les personnes d'Afrique, pour vous présenter, et bien sûr pour présenter derrière les arts martiaux okinawanais, et bien sûr Okinawa de façon la plus large possible. Ouais. Donc, bien sûr, ils étaient d'accord, et puis on fixe un entretien, je viens avec ma petite caméra, avec mon pied, je prépare mes questions, et puis c'est parti, on passe l'après-midi ensemble. Alors, comme je l'ai écrit, comme c'est écrit tout au début là, de chacun de ces petits livres, des fois, il y en avait quand même qui étaient un peu réticents à parler, de la timidité, de la réserve, ou au contraire, quand même un peu toujours de la méfiance, ils ne voulaient pas trop donner d'infos. Et puis, il y en a, limite, il fallait que je pose ma feuille de questions, et puis c'était eux qui parlaient, quoi. Voilà. Et puis voilà, et puis je faisais, pendant une petite année, oui, environ, j'ai fait 2-3 périodes comme ça d'entretien, et puis je savais même pas que j'allais faire un livre avec. Je voulais juste déjà que ce soit consigné, que ce soit par écrit, qu'il y ait la trace que j'ai enregistrée avec la caméra, avec le micro, qu'il y ait mes notes. Et puis au fur et à mesure, donc là c'était, j'ai commencé ça, tu vois, en 2014. Ouais. Et puis donc Karaté Kobudo à la source est sorti, enfin allait sortir en fait en fin 2015. Et puis je me suis dit mais là c'est bien, là j'ai parlé un peu des choses générales. Il y a quand même beaucoup déjà de personnes dont je parle dans Karaté Kobudo à la source qui sont décédées. Là il y en a que j'ai commencé à interviewer qui sont plus très jeunes non plus. Il faut faire un truc avec, et puis en fait tout simplement je me suis dit on va faire un livre, un recueil d'entretiens. Voilà. Et au départ, je voulais faire un gros livre. Je voulais faire un livre. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a arrêté ? C'était pas possible, vu que quand tu es indépendant, il faut bien essayer de trouver comment déjà fabriquer le livre, il faut l'imprimer. À l'époque, donc, on était donc fin 2016. C'était, je veux dire, économiquement, c'était pas viable de faire le livre tel que je voulais qu'il soit. Ou il aurait fallu que je le vende plus de 100 €, 120 €. Ouais. Donc j'ai dit, on va pas le sortir, on va le couper en petits livres. Et puis on va mettre des photos en noir et blanc, et puis au moins il y aura quand même le texte, ce que les gens pensent, ce que les gens disent, ça au moins de toute façon les gens pourront l'acheter pour 10 €, quoi, c'est-à-dire le prix de 2 magazines. Oui, non mais c'est ça, c'est que le prix est vraiment très attractif, quoi, donc, et c'est bien plus qu'un magazine.
Voilà. Donc je me suis dit, je pense qu'il y aura quand même, ça trouvera son public et peut-être que dans un futur relativement proche, je pourrais sortir le gros livre tel que je l'ai toujours pensé. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai été pris un peu d'une crise on va dire, d'hyperactivité, vu qu'en fait les 5 livres sont sortis, le premier est sorti fin janvier 2017, le dernier est sorti là à la rentrée 2018. Ouais. Ouais, t'as pas chômé. J'ai tout sorti, oui, et en fait il faut dire aussi, il y a et puis il y a des entretiens, le dernier il a eu lieu fin 2016 quand même. D'accord. Donc c'est aussi pour ça qu'en fait, je n'avais pas sorti le livre tout de suite, parce qu'en fait il me manquait des personnes, il y en avait, j'arrivais pas à les joindre. Quel est le meilleur souvenir que tu gardes avec quelle personne? C'est ton coup de cœur? C'est pas quelqu'un du karaté, c'est quelqu'un donc plutôt des kobudo, mais qui fait aussi du main nue, là justement qui est dans le volume 1, c'est Issa Kaishu. Qui fait donc les Ryukyu, c'est comment en fait qui vient? C'est le Ufuchikuden Ryukyu Kobujutsu, c'est-à-dire les arts martiaux là, du lieutenant de police, celui qui était très important à la cour de Shuri. Parce que déjà, il était complètement à contre-courant. L'un des premiers trucs qu'il m'a dit, oui, à Okinawa, on dit que les arts martiaux commencent avec le lei, donc avec le salut. Non, moi, je tape d'abord, je salue après. Il dit, les arts martiaux, c'était fait pour se défendre, c'était pour défendre le roi, c'est fait pour défendre des biens. On n'a pas le temps de faire des salamalek et non, on va à l'essentiel. Et puis, il avait un vrai savoir. C'était vraiment, tu avais l'impression de revenir un peu dans le temps, quoi. C'était pas... même si Okinawa, bien sûr, c'est pas segmenté. Quand n'importe quel courant, n'importe quelle école de karaté, il y a toujours des projections de la luxation, un peu de sol, mais pas trop quand même. Mais c'est quand même, il y en a quand même, le karaté okinawanais actuel, c'est quand même beaucoup quand même de percussions. Pas que, mais majoritairement quand même. Et donc avec Issa, non, c'était d'abord ce que tu vois un peu dans les arts martiaux philippins, quoi, ce qui va te parler. D'abord un peu, on déstabilise avec une frappe ou plusieurs frappes très très légères. Après, on fait un contrôle, on amène au sol. Après, est-ce qu'il faut encore frapper au sol Ouais. Vraiment très très différent de ce que j'appelle le shurite moderne, donc c'est-à-dire en fait tout ce qui vient d'Itoku Anko, bien sûr très différent de la Goju, qui est quand même un petit peu dur, très différent aussi de tout ce qui est ce que j'appelle le Pankwainu, c'est-à-dire en fait ce qui est devenu l'Uechi-ryu. Oui. Vraiment un vrai truc okinawanais. Et c'est ce qu'il a dit aussi, c'est ce qu'il a dit. Le karaté actuel, je ne me reconnais pas dedans. Moi, mes arts martiaux, quand je vois une danseuse ou un danseur de danse d'Okinawa, peut-être que tu en as vu quand tu es venu d'Okinawa, c'est là que je me reconnais. Parce que c'est souple, parce que ça ne s'arrête pas, parce que c'est relâché. Voilà. Donc vraiment, Issa Kaishu, je suis resté 6 heures chez lui. Ah oui. Parce que ça n'arrêtait pas. Moi, déjà, j'avais des questions beaucoup, parce que tu vois, quand même, là, dans le volume 1, l'interview est quand même, c'est loin d'être la plus courte. Hein. Parce que en Occident, on connaît lui, on ne le connaît pas. Ce qu'il fait, là, donc ce truc du lieutenant de police, on ne sait pas ce que c'est. Donc, j'avais beaucoup de questions. En plus, d'habitude, je ne veux pas trop que je veux vraiment qu'on soit assis, entre guillemets, que ce soit une discussion de salon. Et pas trop de démonstrations, parce que sinon ça part dans tous les sens. Et, voilà. Et puis rendre au plus ce que les gens montrent, vu que moi je ne peux pas de DVD, rendre par écrit ce que les gens montrent, c'est pas facile. Ouais, c'est plus compliqué. Donc, mais je voulais quand même qu'il montre des choses, et il ne s'est pas fait prier. Il ne s'est pas fait prier, j'ai eu le droit, limite il m'a luxé le coude. Voilà. Et puis c'était aussi, en fait, c'est un monsieur qui est moine. C'est un monsieur qui est moine, donc qui est dans le bouddhisme. Et donc, on le voit là dans le livre, mais bon, c'est les photos de noir et blanc. Donc là, comme
la version définitive sortira, il y a les belles photos couleurs en limite format A4, on verra mieux. Il a un hôtel forcément bouddhique, parce qu'en fait chez lui, c'est pas un temple, vu que c'est chez lui, on peut appeler ça un petit monastère entre guillemets, ou c'est le contraire, c'est trop petit pour être un monastère, on peut dire que c'est un petit temple, je ne sais pas. Il a en fait ce que tous les Japonais ont en fait chez eux, c'est-à-dire un petit hôtel pour révérer les ancêtres. Mais lui, déjà à Okinawa, ce petit hôtel là qui fait environ, qui est comme une petite boîte un peu, déjà à Okinawa souvent ça occupe un mur ou un demi-mur, mais lui c'était quasiment un tiers de son salon, quoi. Et avec vraiment des vraies reliques bouddhiques, des choses que tu vois normalement. Je ne sais pas si tu es allé dans un temple quand tu étais au métropolitain. Vraiment, tu as l'impression que tu es dans un musée. D'accord. C'est comme un musée. Et il le conserve justement, la petite tablette mortuaire de ce fameux Ufuchiku, c'est-à-dire son nom c'est Kanagusku. Il conserve la tablette mortuaire parce qu'en fait, quand les Japonais, même en Chine, quand on décède, on prend un autre nom, on a un nom de défunt. Donc, on change de nom et donc c'est écrit sur une tablette et la tablette ensuite est accrochée dans l'hôtel. Et il conserve donc cette tablette, et c'est lui donc qui rend le culte au département de police à ce Kanagusku. D'accord. Donc vraiment, aussi bien en termes de, de culture, on peut dire ça tout simplement, aussi bien en termes de culture que de lien au passé, à la tradition. Vraiment, ce monsieur Issa, vraiment. Et après, martialement parlant, je te dis, ça part dans tous les sens. Il prend un bâton, il fait une immobilisation avec, nunchaku à 3 sections, des sailles qui ne sont pas classiques, des sailles à peu près de cette taille-là. Non, lui, son saille, c'était plutôt une sorte de petit gourdin, quoi. Voilà, par exemple, il m'explique aussi que normalement, au bout des bâtons longs, on met un petit cercle en métal pour faire mal quand on tape. Des choses qui n'existent plus vraiment, c'était des choses du passé. C'est un conservateur. Et au début, justement, c'était amusant. C'est là, justement, que je reviens sur ce que je te disais, qu'au Japon, quand tu es dans le monde universitaire, ça se passe mieux. Parce que ça, je le note là, au début de l'interview, dans le livre, dans le volume 1. Il me dit, oui, quand j'ai compris que vous n'étiez pas okinawanais, j'avais un peu de réticence parce que souvent, il y a des gens des États-Unis qui viennent. Parce qu'en fait, lui, il habite un peu dans le centre. Il habite dans le centre de l'île. Il n'est pas du tout vers Shuni, vers Nara. Il est dans le centre, là où il y a beaucoup de bases. Donc, où il y a quand même un peu une présence des États-Uniens. Donc, forcément, même des rapports après avec les dojos aux États-Unis. Donc, il y a des gens qui viennent plus ou moins des États-Unis, je ne sais pas quoi, pour faire un stage, j'en sais rien avec qui, et en même temps qui viennent chez lui, qui essayent de le filmer et qui après vendent plus ou moins des DVD, autrefois c'était des cassettes vidéo, en disant voilà les vrais arts martiaux okinawanais, et lui bien sûr il ne touche pas un sou dessus. Donc il m'a dit oui, je ne voulais pas trop vous rencontrer, je pensais encore que c'était quelqu'un comme ça qui voulait se faire de l'argent sur mon dos. Quand vous m'avez dit que vous étiez dans un centre de recherche, que vous étiez docteur, en plus vous parlez très bien japonais, j'ai compris que les choses allaient se faire correctement et à la loyale. Et est-ce que tu as eu un rendez-vous qui s'est mal passé? Alors justement non, parce que ça se passait mal au téléphone. D'accord. Il y en a eu justement, ça je le dis aussi tout au début du livre, il y a des gens que justement je pensais que c'était important de les présenter, de parler d'eux, parce que justement avec cette histoire de Facebook, petite parenthèse, oui, des fois il y a des gens qui m'écrivent, mais comment ça se fait, vous n'avez pas parlé un tel. Oui, mais moi je demande que ça, mais après il faut que l'autre partie soit d'accord aussi. Donc tu leur téléphones, pareil, tu leur expliques ce que tu veux faire, et puis ils commencent à être suspicieux, oui, mais pourquoi vous voulez faire ça?
juste comme ça, pour que les gens puissent savoir qui vous êtes. Oui, mais non, je ne veux pas vous montrer ce que je connais. Après, vous allez en tirer un profit. Non, monsieur, je ne fais rien avec. De toute façon, moi, je suis dans la culture, je suis dans la science. C'est pas pour, c'est pas pour me payer une piscine avec, quoi. Donc non. Oui, mais non. Bon, alors, très bien, on finit la conversation. Et puis, comme je suis un peu têtu, 2 semaines après, je téléphone. Non, je vous ai déjà dit, c'est pas possible. Et là, il y en a un ou deux qui m'ont raccroché au nez comme ça. Ah oui. Donc, est-ce qu'on peut dire que ça s'est mal passé? Pas forcément, mais en tout cas, ça n'a pas été concluant et puis on en est resté là. Et puis c'est dommage parce que pareil, c'était des experts qui font pas des choses très très communes, quoi. Et après, oui, en termes quand même, est-ce que réellement il y a un entretien ou deux qui s'est en tout cas pas bien passé, mais comme je le désirais? Des fois, il y a eu quand même, pour être franc, même si j'ai beaucoup apprécié le personnage, c'est le petit-fils de Yagi, donc Yagi Ipei, qui est dans le volume 2. On va dire qu'il se comportait, mais je pense qu'il est comme ça avec tout le monde, c'était pas vis-à-vis de moi forcément. Il me parlait un peu comme si j'étais son sous-fils. Un peu justement, des fois ce travers qu'on voit justement dans les arts martiaux japonais, c'est le maître et puis les gens autour de lui, limite ils n'ont pas le droit de le regarder. Ouais. Ou ils ont le droit de porter son sac. Ou des choses comme ça. Mais on le voit beaucoup moins à Okinawa, ce genre de choses, par rapport à Voilà, l'île principale du Japon. Ça, Okinawa, c'est quasiment absent. Mais je te dis, les gens sont comme ils sont, c'est des êtres humains avant tout. T'en as qui prennent le melon, on peut dire ça comme ça. Et donc, il était un peu hautain quand même. À un moment, c'était lui qui me posait des questions. D'accord. Alors, j'ai quand même dit poliment, j'ai dit, mais non, c'est moi qui vais vous interviewer. Mais sinon, j'ai beaucoup apprécié le personnage quand même. Je veux dire, il est dans le volume 2. C'est quand même quelqu'un qui a une vision large pour le karaté olympique, qui dit qu'à l'heure actuelle, quand même, comme tu as dû le voir quand même quand tu es venu, on essaye quand même de montrer que les arts martiaux okinawanais, c'est la tradition. Et qui dit tradition dit que les katas. Preuve, les championnats qu'il y a eu cet été, c'était que du kata. Alors que normalement, le karaté, on se tape un peu dessus. Donc on essaye à l'heure actuelle, je ne sais pas pourquoi, de dire que tradition égale uniquement kata, et comme si que le combat, c'était pas bien, c'était moderne, c'était du sport, puisqu'on veut opposer sport et tradition. Lui, selon lui, non, il faut combattre, il n'y a pas de problème, combattre contre des Kyokushin, être dans les circuits limites de K1. Et puis après, on fait des katas et puis tout se passe bien. Ouais. Il avait vraiment, il voyait les choses dans l'avenir et pas tourné vers le passé. C'est pas un mauvais souvenir, tu vois, mais par moments, c'était pas un peu tendu, mais je me demandais où est-ce qu'il voulait en venir. Surtout qu'il n'est pas vieux, hein. Il est né, je crois qu'il est né en 1977. Ouais. Donc il a un an de plus que moi. Il est plus jeune que moi. Voilà. Mais il était un peu hautain par moments. Si encore ça avait été son père encore qui me parlait un peu comme ça, il n'y a pas de problème. Mais surtout qu'il ne savait pas mon âge, j'aurais très bien pu être même un tout petit peu plus vieux que lui. Donc, bref. Mais encore une fois, je ne veux pas dire du mal de lui non plus parce que j'ai vraiment apprécié sa vision. C'était toujours. Je ne m'attendais jamais de toute façon à grand chose. Parce que je pense que c'est pareil que toi quand tu es avec ta caméra. Bien sûr, tu prépares les choses, tu as un petit storyboard, mais il y a des choses qui se produisent sur l'instant. Ah, tout le temps. Moi, c'est jamais, il y a jamais rien qui se passe comme prévu. Donc, j'ai appris que tout se passait jamais comme j'ai prévu. Donc, même si je prévoyais, que je suis toujours prévoyant, et que l'interview se faisait pas à un endroit et se passait à un autre endroit, mais que c'était pas prévu, ben forcément j'avais pas mes notes avec moi, donc je devais faire ça à la volée, au souvenir, des interviews, donc plein de choses comme ça tout le temps. Donc des fois c'était la veille de partir, alors que bon, j'étais là pendant 3 semaines, c'était voilà,
Mais bon, on apprend aussi à s'adapter, quoi. Donc un peu comme en karaté, quoi. Donc s'adapter à ce qui se présente en face. Donc non, donc ce projet, non, j'étais vraiment très content. Quand il y a le dernier volume, là, justement, sur le karaté Uechi, qui est sorti au mois de septembre, donc j'ai dit que c'était le dernier, il y avait des gens qui m'en demandaient encore. Bah non, c'est terminé, c'est comme ça, c'est un projet que je me suis fixé, le projet est terminé déjà depuis longtemps, c'est ça ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le projet est fini depuis longtemps, avant même que ça commence à sortir. Ouais. Ça, c'est pareil, quand tu fais tes DVD, entre le temps que vraiment que tu finis de faire ta dernière prise et que le DVD sort, il se passe pas plus d'un an peut-être. Presque un an, ouais. Voilà. Donc ça, les gens ne le comprennent pas, enfin ne le comprennent pas, ne le savent pas, et de toute façon, ils n'ont pas de raison de le savoir. Donc, bien sûr. Et donc, oui, alors, ils en voulaient plus, mais je dis, ben non, c'est terminé. Maintenant, je ferai un autre projet. Là, de toute façon, j'ai toujours mon projet de traduction. Parce que ça, entre guillemets, les textes, c'est sans fin. Donc, j'ai mon projet de traduction. J'ai un nouveau recueil de traduction qui va sortir en début 2019. Avec justement des textes inédits de Funakoshi Gichin. Ça, c'est pour tous les ceux qui sont dans le Shotokan en France, et je sais qu'ils sont nombreux. Oui. Des textes. Et j'ai même un texte de son fils, de Yoshitaka, mais qui s'appelle en fait Digo, mais c'est les mêmes caractères, c'est juste la lecture qui est différente. J'ai un texte inédit de Funakoshi Digo. Et j'ai deux textes de Mabuni aussi, de Mabuni forcément kennois. Ça aussi, des textes inédits. Voilà. Ce sera encore un petit volume, comme les autres. Hein. C'est une centaine de pages, avec bien sûr toujours les commentaires et les annotations, parce que c'est pareil, c'est ça entre guillemets que je reproche aussi aux traductions, en tout cas sur les arts martiaux, c'est que les gens traduisent. Après, chacun a eu des limites dans les traductions. Mais il faut quand même permettre aux lecteurs, il y a beaucoup de gens, ils n'ont jamais mis les pieds à Okinawa. Donc, c'est pas parce que l'auteur, à l'origine, parle de quelque chose, on va très bien le traduire en français, mais si tu n'es jamais venu à Okinawa, tu ne sais pas de toute façon ce que ça veut dire. Oui, c'est ça, oui. Mais moi, j'avais beaucoup apprécié ça, ces annotations. Il y avait autant d'enseignements, en fait, dans le texte lui-même que dans tes annotations, que sur les livres. Faut pas exagérer. Non, mais ça permettait de beaucoup mieux le comprendre, de mieux l'englober. Donc, en fait, c'était vraiment ça. De pouvoir mettre aussi ce texte-là dans un contexte. Parce qu'un contexte historique aussi. Donc, des fois, ça change. Et c'est là où on se dit, bon, là, il faut faire quelque chose. Et oui. C'est ça, voilà, c'est là, entre guillemets, que ma formation d'universitaire est quand même utile, parce que toutes ces choses, j'y ai pensé. Pour quelles raisons est-ce que le karaté commence à se développer vraiment à Okinawa en début de 1900, et pourquoi pas avant, comme par hasard, en 1900, on commence à avoir des conscrits aussi à Okinawa. Voilà. Donc tout ça, tout ce fond, on va dire, pas idéologique, mais presque, c'est des choses moi, que forcément j'ai eues dans mes lectures, au cours auquel j'ai assisté à l'université, tout ça. Et ça, voilà, ça me sert à présenter aux lecteurs, oui, c'était comme ça, mais peut-être, parce que comme tu viens de le dire, il y a un arrière-plan qui était comme ça. Tout à fait. Et ça, oui, ça, entre guillemets, c'est le point d'honneur. Voilà, je ne fais pas que des traductions. Parce que, entre guillemets, c'est pas que ça sert à rien, mais ça permet pas aux gens de tout saisir. Ouais. Non, c'était un super boulot. En parlant de ça, donc, tu me parlais tout à l'heure de tes 5 livres, que tu voulais en faire un gros. Et donc, voilà. Moi, je sais, je suis impatient. Hein, donc, le gros est en période. Le gros, il est en phase finale. Voilà. Il est là, donc. Ah, superbe. Il est quand même épais comme ça. Et donc, là, ça y est, là, je vais donc recevoir donc, les premiers en début de semaine prochaine, ou enfin, et puis après, voilà, vu que là, je suis à Paris en ce moment, justement, j'en profite, j'ai dit aux gens donc, qui vont lâcher, qui va être, déjà, c'est un livre en édition limitée, donc il va être numéroté.
Et puis ensuite, bien sûr, forcément dédicacé. J'en vu que j'ai pas non plus des commandes par milliers, donc ça reste encore gérable. Donc il va être dédicacé et puis personnalisé aussi. Après, si les gens veulent, je suis pas un grand calligraphe, mais voilà, je sais tenir quand même un feu de pinceau. Donc s'ils veulent une calligraphie en plus, voilà. S'ils veulent quelque chose, s'ils veulent un petit message, si c'est pour offrir, voilà, c'est vraiment un livre qui est personnalisé. Chaque personne qui aura son livre, ce ne sera pas seulement juste une signature, non, il y aura, c'est ce que j'appelle de la personnalisation. Moi, je suis en tout cas vraiment impatient de le recevoir. Et il y a aussi, voilà, il y a 3 interviews supplémentaires. Ouais, voilà, oui. Qu'on ne retrouve absolument pas dans les autres. Hein. C'était des interviews qui n'avaient pas trouvé leur place donc dans les 5 autres livres. Donc, par exemple, il y a Uehara Takenobu. Uehara Takenobu, qui n'est pas connu en France du tout, alors que c'est quand même le fils de Uehara Saburo. Uehara Saburo, c'était le bras gauche, on va dire, de Uechi Kambun quand il était à Wakayama. Ouais. Donc, le bras droit, bien sûr, c'était Tomoyose Ryūyū. C'est quasiment grâce à lui que Uechi Kambun a enseigné à tout le monde. Sinon, ça se trouve, l'Uechi Ryu n'aurait jamais existé. C'est parce qu'il y a eu Tomoyose Ryūyū qui a dit maître, il ne faudrait pas forcément enseigner qu'aux Okinawanais. Et déjà, il a déjà convaincu Kambun, en fait, de lui enseigner. Parce qu'en fait, Kambun n'enseignait à personne. Et il lui a dit moi, j'en ai marre de me faire taper dessus. Il faudrait que vous m'appreniez à mieux me défendre, je sais un petit peu me battre, mais je voudrais, il y a des bruits courts que vous êtes un maître, enseignez-moi. Donc il a enseigné à Tomoyose Ryūyū. Donc Ryūyū est devenu le bras droit, et le bras gauche, donc entre guillemets, c'était ce fameux Uehara Saburo. Ouais. Et le fils donc de Saburo, Takenobu, qui est né en 1930, il est plus jeune. Ah, il commence. Donc, il m'a reçu, c'était vers 2015, quoi. Il m'a reçu vers 2015 et hop, c'était parti. On est là à la genèse de l'Uechi Ryu. Génial. Parce que lui, comme il dit, de toute façon, c'est dans le livre, donc je peux le dire, il a commencé à s'entraîner en 48, donc il avait 18 ans. Mais déjà, donc, quand son père était encore dans la région d'Osaka avant la guerre, il regardait d'un coin dans le dojo de ce qui se faisait. Et à l'époque, on ne parlait pas d'Uechi Ryu, c'était encore le Pangamin Ryu. Il n'y avait que 3 katas. Les adeptes, à part se prendre des coups dans le sanchin et puis soulever des jarres, ils ne faisaient pas grand-chose d'autre. Et lui, il était là. Ouais. Et ce monsieur, même en Europe, on ne sait pas qui c'est. Ouais. Alors que c'est quasiment le dernier des témoins directs de ce qui se passait quand l'Uechi Ryu, on va appeler ça comme ça, même si ça ne l'était pas, quand l'Uechi Ryu s'appelait pas comme ça déjà et n'était même pas à Okinawa. Ouais. C'était là, c'était à Wakayama, c'était à 1 heure de train d'Osaka. Oui. Donc, on est complètement au début du truc, là, par exemple. Et ce monsieur, sa branche, parce que bien sûr, comme tous, il n'est pas rattaché directement à la maison principale des Uechi, il fait, entre guillemets, sa petite cuisine. Voilà. Pareil, sa branche, on ne sait pas qu'elle existe. Et moi, je suis allé donc dans son dojo parce que voilà, des fois, ça se passait comme ça aussi, les interviews. Donc, je vais voir le maître, hop, on passe 1h30, 2h, 3h. Puis des fois, il y en avait, ils disaient simplement, demain ou après-demain ou la semaine prochaine, il y a l'entraînement, venez. Comme ça, vous allez voir ce qu'on fait. Voilà. Donc, je venais et puis, voilà. Ma femme faisait les photos, moi, j'amenais ma caméra et comme ça, il y a quand même une trace. De ces gens qui ne sont pas communs et des fois quand même aussi pour une pratique peu commune. Parce que l'Uechi des Uehara,
est quand même relativement différent de ce qu'on voit communément, de ce qu'on appelle le Chilou, aussi bien en France avec Shimabukuro, donc qui représente un peu la maison principale, qu'avec, on va dire, le représentant dans le monde, chez qui tu es allé, chez Shinjo Kiyohide. C'est quand même relativement différent, c'est beaucoup plus brut. Pas brut au sens de brutal, mais brut au sens de très peu poli. Oui. Vraiment, on a l'impression de voir des choses, pas d'un autre temps, parce que de toute façon, on parle de choses des années 30, donc ça fait même pas un siècle, mais de voir des choses qui n'ont pas beaucoup bougé. Donc, ce monsieur Uehara Takenobu, voilà, je suis très content qu'il soit dans le livre et que les Français puissent enfin le lire. Voilà. Dans les autres entretiens aussi inédits, bon, lui par contre il est beaucoup plus connu, il est même venu à Bercy, il y a Higami Noru, hein, qui est quand même connu, mais j'ai l'impression que pour avoir lu de lui une ou deux interviews en français, c'était pas des choses très substantielles, quoi. C'était comment vous vous entraînez. Moi déjà, j'ai voulu qu'on parle un peu de son oncle, puisque le fameux Higayu Choku, donc c'est son oncle. Malheureusement, il est décédé il y a relativement pas mal de temps, et du temps de son vivant, en France, on ne parlait pas de lui. Ouais. De toute façon, les années 80, 90, le karaté okinawanais en France... On ne parlait pas vraiment. Il y avait, bien sûr, il y avait Oshiro Zenhei, il y avait Shinen Kenyu. Oui, c'était le début, oui. Les malheureux, entre guillemets, on les laissait dans leur coin, quoi. La fédération, entre guillemets, on n'avait rien à faire d'eux. Là, maintenant, bien sûr, par exemple, dans le cas d'Oshiro, je crois qu'il est expert, je ne sais pas quoi, il a le grade d'expert. Voilà, mais dans les années, quand il est arrivé en France, années 80, limite, on me disait, c'est pas du karaté suémoite, quoi. Enfin, tu l'as rencontré, il a dû te dire des choses, mais... Oui, je le fais même venir en janvier au dojo. Donc, en tout cas, merci pour tout ce que tu fais, quoi, parce que c'est énorme, hein, parce que ça aide à l'évolution, à la connaissance, à ce que les gens s'ouvrent un petit peu plus. C'est qu'il existe d'énormes talents, de maîtres et de diversité, malgré qu'en plus l'île soit petite, et qu'il existe une très grande diversité. C'est sûr que par endroits, c'est pas grand. T'es allé un peu vers le centre de l'île? Un tout petit peu, mais j'ai pas eu beaucoup de temps. Par moment, ça fait 4 km de large. Bah, c'est ça. Tu montes sur une colline, tu tournes la tête à gauche, c'est la mer de Chine, tu tournes la mer à droite, c'est l'océan Pacifique. Hein. Donc, par moment, c'est vraiment, c'est pas large. Long, oui, ça fait quand même 100 km et quelques longs, mais en largeur, des fois... Ouais, mais en comparaison, les grands espaces, quoi. Ouais, en comparaison, c'est petit. Donc c'est ça, quoi. Donc avec tant de diversité de talents, et de connaissances. Donc c'est super que tu nous proposes ça à nous autres, quoi, tous les budokas, les karatékas, de pouvoir enfin apprendre et en connaître plus, quoi. Donc sur l'histoire. Hein. C'est ça, parce qu'en fait, c'était quoi? C'est surtout la barrière de la langue, malheureusement. Toujours. Moi, je le vois. C'est quand j'étais là-bas, c'était toujours la barrière de la langue. Et moi, la barrière de la langue, je l'ai pas, quoi. Donc, autant en faire profiter les autres. Et puis, encore une fois, c'est ma formation, c'est ça, c'est récolter les choses, un peu quand même les traiter, sinon ça part dans tous les sens, les gens ne comprennent rien. Et puis, présenter ça aux personnes qui sont intéressées. Et moi... en tant que personne, c'est que les gens connaissent Okinawa. C'est ça ma récompense. Ouais. Donc dis-moi, tes derniers projets, ils en sont où? Donc avec ton livre, il va sortir là donc prochainement. Est-ce qu'il y aura de nouvelles rééditions après? Parce que là, tu as parlé que c'était en édition limitée. Est-ce que tu penses en ressortir derrière? Donc c'est une édition limitée. Donc déjà, ça m'a surpris parce que j'ai à peine commencé à communiquer dessus. Il y a des gens qui m'ont dit on le veut, alors que j'avais même pas prévu les commandes, rien. Donc déjà, ça m'a fait plaisir, quoi, parce qu'en fait, le livre a commencé à se vendre alors qu'il n'était pas prévu d'être en vente même, quoi. Donc ça, déjà, ça m'a fait plaisir.
Donc, j'ai lancé, parce que là, c'est moi qui m'en occupe, contrairement aux autres petits livres, Karaté Kobudo à la source. Là, c'est moi qui fais tout de A à Z, parce que c'était pas la manière dont je l'envisage, dont je veux le faire. Ça peut pas être vendu sur Amazon, par exemple. Donc, il faut que ça passe par moi pour que je le dédicace, pour que je le signe. Je fais tout de A à Z. Là, j'ai tout fait de A à Z et c'est du boulot. Et des fois, il y a eu un peu de déception en cours de route, quoi. Ouais. Donc là, il y a eu donc la première commande. Donc il y en a plusieurs dizaines. Donc là, je vais pouvoir quand même satisfaire tout ce que les gens m'ont demandé. Il y en a quand même commandé jusqu'à 3 exemplaires. Ah oui, c'est bien. Donc ça me fait plaisir. Ensuite, il y aura une deuxième vague au mois de décembre. Pour ceux, soit qui, parce que j'avais quand même prévenu que s'il y en avait, parce qu'il a quand même un coût, il vaut 75 €, donc justement, comme cadeau de Noël, ça tombe bien. Oui. Mais que justement, avec tous les délais entre le temps, vu que moi je l'ai fait imprimer au compte-gouttes, donc ça prend quand même du temps. Le temps que ça m'arrive, le temps que je m'en occupe et que ça reparte. Après, on commençait que la poste est un peu capricieuse au moment un peu avant Noël. Après, les gens, ils l'auront pas forcément pour Noël, ceux qui vont le commander maintenant. Là, tous ceux qui l'ont commandé jusqu'à présent, comme je t'ai dit, c'est en route, c'est bon, c'est arrivé courant même début décembre. Mais là, pour ceux qui commanderont la deuxième vague de commandes, c'est pas garanti que ce sera pour Noël, ce sera peut-être pour le Nouvel An. Ouais. Au Japon, le Nouvel An, c'est plus important que Noël. Bon, c'est pas mal non plus. Donc oui, il y a déjà, forcément, puisqu'il y a déjà j'ai eu d'autres commandes où j'ai dit aux gens, malheureusement, oui, là c'est trop tard, mais il y en a une deuxième quand même, vous n'en faites pas, je ne vais pas non plus, c'est pas que le one shot, ne vous en faites pas. Et puis après, on verra, oui, si réellement il y a encore après, le mois de février-mars, il y a encore de la demande. Moi, je prévois le faire sur 3 vagues de commandes, mais c'est sûr que si on me le commande au mois de... S'il y a des gens qui veulent lire sur la plage cet été, là, non, je ne pourrais pas les satisfaire. En tout cas, pas sous cette forme-là. Ouais. Il n'y aura pas de dédicace, il ne sera pas en couleur sans doute non plus. Voilà. Là, c'est la version numérotée, limitée, ce que j'appelle la version définitive du livre tel que je voulais qu'il soit à l'origine. Si vous êtes toujours avec nous et que ce livre vous intéresse, c'est le moment de contacter Jean-Charles. Donc, dis-nous, où est-ce qu'on peut te retrouver pour qu'il puisse... Je le mange sur Facebook, voilà. Parce que je me suis rendu compte que c'est la manière la plus simple, et je crois qu'il l'a compris aussi. Oui. La manière est la plus efficace. Donc, c'est JC Juster, donc J majuscule, C, et puis après, Juster, pareil, J majuscule, USTER, J-U-S-T-E-R. Allez-y, faites-lui un petit coucou. Tu as un petit quelque chose à terminer, à raconter, à nous dire? Pas plus que ça. Ah si, parce que vu justement avec ces histoires de Facebook, il y a quand même beaucoup de lecteurs qui me contactent et qui des fois me disent que mes bouquins sont un peu compliqués. Mais je leur réponds que peut-être ils n'ont pas commencé par le commencement. Donc déjà, on parlait donc de Karaté Kobudo à la source, qui est disponible lui chez Amazon. Déjà, si les gens commencent par ça, je pense qu'il y a déjà quand même beaucoup de bases qui sont posées. C'est un livre qui est riche, mais en même temps qui est accessible. Donc, et qui permet plusieurs niveaux de lecture. Ils peuvent très bien, on peut très bien chercher par exemple une école. Par exemple, là, hop, on cherche une école, on tombe sur la moto Burundi. Donc, je parle, qu'est-ce que c'est que cette école, qui est le responsable actuel, qu'est-ce qu'il y a comme forme, qu'est-ce qu'il y a comme arme. Après, il y a des choses plus profondes, par exemple, où je fais une réflexion sur comment le monde martial s'est organisé à Okinawa dans les années 20 et qui débouche sur l'apparition de toutes ces fédérations qu'il y a à l'heure actuelle, puisque en fait, on parle toujours... Ça, je pense, c'est parce que c'est la traduction à partir de l'anglais où on parle tout le temps de Okinawa Karate Federation. Donc, on traduit en français Fédération de Karaté d'Okinawa, je ne sais pas quoi. Oui, mais le seul problème, c'est qu'il y en a 4 en fait.
c'est qu'il y en a 4 et en japonais, bien sûr, elles n'ont pas du tout le même nom. Donc en fait, c'est très simple de les distinguer quand on parle japonais, quand on est japonais. Mais il faut quand même savoir qu'il y en a 4, que ce n'est pas les mêmes buts. Bien sûr, ce n'est pas les mêmes personnes qui sont dedans. À un moment, elles se tiraient même un peu la bourre. Maintenant, les choses se sont un peu calmées. Donc voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour avoir les bases, pour un peu, je ne vais pas non plus critiquer, parce que les gens faisaient comme ils pouvaient, on a dit dans les années 80, 90, ça n'avait pas grand-chose, mais il y a entre guillemets, les choses sont à reprendre pas de zéro, mais on a quand même entre guillemets transmis pas des erreurs, mais des contes de vérité aux gens pendant beaucoup d'années. Parce que les gens n'allaient pas sur place ou parce qu'ils n'avaient pas un contact direct avec les interlocuteurs, ils avaient une interprète. Et le problème des interprètes, par exemple, je pense, elles ne sont pas forcément pratiquantes. Donc, quand le maître dit quelque chose, une technique en particulier, l'interprète, en fait, elle a plutôt fait des études littéraires et essaie de traduire Proust en japonais. Et elle fait interprète comme ça pour se faire un petit peu de sous parce qu'il y a lequel qui est disponible. Le mot de la technique, elle l'entend, mais elle ne sait pas à quoi ça correspond. Donc, elle va le donner simplement, elle va dire le mot japonais. Ouais. Mais la personne qui veut justement savoir ce que ça veut dire, elle ne pourra pas savoir. Donc, ces personnes dans les années 80-90 qui ont écrit, encore une fois, je ne leur jette pas la pierre, mais il y a eu des choses, malheureusement, qui n'ont pas été transmises correctement. Parce que de toute façon, déjà, elle ne parlait pas japonais. Donc c'est difficile. C'est difficile de construire un mur bien quand on n'a pas une formation en maçonnerie. Tout à fait. Le mur peut être pas mal, mais est-ce qu'il va vraiment être fait dans les règles de l'art et tout? Je ne sais pas. Non, bien entendu, ces gens, je veux pas citer de nom parce qu'on ne va pas s'attirer, comment dire, les foudres. Mais ces gens qui écrivaient dans les années 80, 90, oui, ils auraient mieux fait d'apprendre le japonais peut-être à un moment, quoi. Voilà. Donc moi, j'essaye de repartir pas de zéro, parce que de toute façon, je t'ai dit faire des livres sur l'histoire ne m'intéresse pas. Mais sur ce qui est actuel ou en tout cas contemporain, j'y mets un point d'honneur et je pense que si donc les gens commencent déjà à lire Karate Kobudo à la source, ils comprendront déjà beaucoup de choses. Et peut-être qu'ils trouveront après les choses que j'écris un peu moins compliquées. Bon, mais super. Mais je te remercie pour tout le temps que tu m'as consacré et aussi tout le temps que tu as consacré aussi à tous ces livres et tout le temps que tu vas consacrer à ces traductions que tu prépares. Eh ben, je te dis vraiment, c'est un plaisir parce que ne serait-ce que pour qu'il y ait des lecteurs comme toi qui sont passionnés, qui s'intéressent, c'est tout à fait normal de produire quelque chose comme ça. Merci beaucoup. Merci Lionel. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, laissez-nous un like, partagez avec vos amis. Vous retrouverez bien sûr tous les liens dans la description. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Ciao, à bientôt.